Merci. Je suis heureuse d'être là parmi vous pour vous parler de la place de l'antibiothérapie inhalée, donc ses indications, les molécules qu'on a utilisées et la transition avec les résistances est là. Donc, on va parler tout au long de ce cours du rationnel de l'utilisation des antibiotiques inhalés, leur mécanisme d'action, les caractéristiques d'un antibiotique inhalé idéal, les moyens d'administration, ses indications et les différentes molécules qu'on peut utiliser, et enfin du coût. Alors, quelle est la supériorité de cet antibiotique, de ces antibiotiques par rapport à la voie IV? Au fait, la principale supériorité, c'est le fait qu'on peut administrer de fortes doses d'antibiotiques au niveau local sans avoir la toxicité ni augmenter les résistances. Donc, on a démontré qu'on pouvait atteindre au niveau bronchique des CMI qui sont très élevés, ça peut atteindre les 80 fois, même les 100 fois. Bien sûr, avec moins d'effets systémiques et presque pas de résistance augmentée lorsqu'on le compare par exemple au placebo. Alors comment marchent ces antibiotiques? Alors il faut savoir que quand on a un antibiotique inhalé, c'est 10 à 35% du produit qui est inhalé qui va atteindre les poumons. Et c'est des petites particules qui doivent avoir une granulométrie de 3 à 5 micromètres. Si elles sont plus grosses, elles vont s'impacter au niveau des voies aériennes et ça va sédimenter, on n'aura pas l'effet bénéfique attendu. Après, si elles sont trop petites, elles vont être exhalées. Au fait, donc, le biofilm, qui est la coque qui entoure les colonies, en général du bio, vont diminuer l'efficacité de ces antibiotiques, mais quand même, on arrive à avoir un effet bénéfique de ces antibiotiques. Donc là, on voit que récemment, de nouvelles formes d'antibiotiques ont été développées, notamment les formes liposomales, c'est-à-dire l'antibiotique qui est enchâssé sous sa forme liquide dans une bicouche de lipides, ce qui lui permet, avec sa charge neutre, de pénétrer dans le biofilm et de libérer une dose plus importante d'antibiotiques localement. Cette forme liposomale, elle permet aussi de libérer le médicament d'une façon plus prolongée et d'avoir un effet qui reste longtemps au niveau local. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un antibiotique idéal? On sait qu'il ne doit pas être pyrogène, il doit être stérile, mais là, ce que j'ai mis en rouge sont des caractéristiques qui sont essentielles pour diminuer les effets secondaires des antibiotiques, notamment le bronchospasme, donc le fait qu'il soit irritant. Et c'est des choses qu'on ne trouve pas dans les formes destinées pour la voie IV. Donc c'est pour ça que des nouvelles voies destinées à la forme inhalée ont été développées. Et on a développé plusieurs moyens de nébulisation. On sait tous que le meilleur moyen, le moyen qui est le plus utilisé sont les nébuliseurs, les appareils d'aérosol. Mais on a développé récemment, ces dernières années, des inhalateurs de poudre sèche. Et ces inhalateurs de poudre sèche, ils ont plusieurs avantages. Au fait, le patient, il va générer son aérosol par son effort inspiratoire. Et on voit que donc là, le médicament associé au lactose, par exemple, qui va former l'aérosol lorsqu'il va se heurter à la grille. Et les avantages, bien sûr, c'est le temps d'administration. Le patient, il va prendre son aérosol en 3-5 minutes au lieu de 15 à 20 minutes par un aérosol classique. Il n'a pas besoin de l'entretenir comme un aérosol classique et c'est pratique, il peut l'avoir sur lui. Mais le moyen le plus utilisé, du moins chez nous, c'est les nébuliseurs et on a plusieurs types de nébuliseurs. Il y a les nébuliseurs pneumatiques qu'on connaît tous. Donc l'aérosol est généré grâce à une source de gaz comprimé, d'air comprimé, qui va réaliser l'aérosol par impaction des gouttelettes. L'avantage donc de ces aérosols, au fait, c'est qu'ils sont destinés à tous les types de liquides, tous les types de produits, on peut les utiliser avec ça. Ce n'est pas coûteux, ce n'est pas cher, mais par contre, ça a certains inconvénients.
on a un réservoir qui est assez gros, donc on va avoir un résidu. Il y a une perte du médicament à l'expiration. C'est des appareils qui sont encombrants et bruyants. Et puis la séance d'aérosol, pour un patient qui est obligé de le faire tous les jours, 2 fois ou 3 fois par jour, c'est assez lent. Et puis, n'oublions pas le fait qu'il faut les entretenir. Les nébuliseurs ultrasoniques, c'est des nébuliseurs qui vont générer un aérosol par une source d'ultrasons. Donc, c'est des ondes ultrasonores qui vont entraîner la réalisation de cet aérosol. Leur avantage, c'est qu'ils sont silencieux. Par contre, c'est des aérosols, donc des nébuliseurs qui ne sont indiqués que pour les solutions aqueuses, notamment pour l'expectoration induite, les sérums salés hypertoniques. Donc, ils ne sont pas utilisables pour les médicaments en suspension, notamment les corticoïdes inhalés. Là, ce n'est pas le but de notre cours. Les autres médicaments qui sont visqueux, tels que la pentamidine ou les mélanges de médicaments. Et récemment, donc, on a développé des aérosols qui sont à tamis vibrant ou à membrane. On voit ici qu'il y a des pores, une membrane avec des pores qui sont de l'ordre de micromètres. Et la solution, donc, lorsqu'elle passe à travers ces micropores, va générer l'aérosol. C'est essentiellement indiqué pour l'atobramycine et la colimycine. Son avantage, c'est que c'est des appareils qui sont silencieux, qui sont peu encombrants. Ils peuvent marcher sur batterie. Il n'y a pas de volume résiduel, donc une meilleure efficacité. La rapidité de la nébulisation, 3 à 7 minutes, donc ça a diminué le temps de tiers pour les patients. Le problème, c'est qu'ils sont assez chers. Je ne sais pas s'ils existent en Tunisie. Alors, quelles sont les indications de ces antibiotiques inhalés et quels sont après les antibiotiques qu'on va utiliser? Il faut savoir que la majorité des études qui ont été faites, elles ont été faites essentiellement pour la mucoviscidose. Après, d'autres indications ont été rajoutées. Donc, on a la mucoviscidose, les dilatations de branches hors mucoviscidose, les pneumonies des patients en réanimation, donc ventilés, et d'autres indications qu'on va voir par la suite. Alors, on va commencer par la mucoviscidose. Donc, le rationnel de l'utilisation des antibiotiques inhalés dans la mucoviscidose, c'est que 80% des patients sont colonisés par le bio. Et on sait qu'une fois ces patients sont colonisés par le bio, il y a une altération de leur qualité de vie, il y a un déclin de leur fonction respiratoire, donc une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Et le problème avec ce bio, c'est qu'il est enchâssé dans un biofilm qui va entraîner sa persistance, donc passage à la chronicité, même avec une antibiothérapie qui est intensive. Donc on va voir les différents volets de l'infection, de la prise en charge donc de l'indication des antibiotiques inhalés dans la mucoviscidose. D'abord la principale qui est l'infection chronique à bio, puis l'éradication, sa place dans l'éradication du bio et sa place dans l'exacerbation. Donc on va commencer par l'infection chronique et c'est l'indication la plus étudiée chez les patients qui ont une mucoviscidose. Et le premier antibiotique qu'on va voir, c'est la tobramycine. C'est l'antibiotique qui a été le plus étudié et son efficacité a été démontrée depuis assez longtemps. Alors c'est un antibiotique de la famille des aminosides, il est bactéricide, il va bloquer la synthèse des protéines et on a 2 formes qui sont commercialisées, l'atobie qui est des poudres à reconstituer et destinées à l'inhalation, c'est des ampoules de 300 mg. En général, elles sont prescrites 2 fois par jour et puis plus récemment, donc l'atobie, c'est la tobramycine sous forme de poudre en pulmosphère. Donc c'est dosé à 28 mg et pareil, c'est 2 fois par jour. Les 2 sont indiqués à partir de 6 ans pour la simple raison, c'est qu'il n'y a pas d'essai chez les enfants de moins de 6 ans. Alors, comme je l'ai déjà dit, cette molécule, son effet a été bien étudié, bien démontré. Là, c'est une étude concernant la tobramycine inhalée, le EVOLVE Trial. C'est une étude qui a été faite chez 46 patients avec un bras avec la tobramycine poudre versus placebo. Ils les ont traités par 28 jours avec un arrêt de 28 jours et repris sur 6 mois. Au fait, ils font ce protocole-là pour effectivement diminuer le risque de résistance.
Il leur donne le traitement à 300 mg 2 fois par jour et ils ont donc analysé le VMS mais d'autres critères. Alors ils ont démontré que ça a amélioré le VMS pendant les 28 jours où ils prenaient leur traitement. Mais aussi, ils ont diminué, que ça diminue la charge bactérienne du bio. On voit qu'au bout de la 4e semaine, il y a une diminution de la charge du Pseudomonas aeruginosa qui reprend lors des jours d'arrêt et ainsi de suite. On va avoir cet aspect en dents de scie qui est similaire pour le VMS. Alors, après, ils ont comparé la forme poudre à la forme solution. Et ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de supériorité de l'un par rapport à l'autre. On pouvait utiliser les deux et ça a le même effet sur le VMS que sur la charge bactérienne. Donc, ce qui fait que toutes ces études ont fait qu'on recommande la tobramycine. C'est un haut grade de recommandation pour les maladies modérées à sévères, donc un VMS inférieur à 75% pour avoir un bénéfice, bien sûr colonisé par le bio et qui ont plus de 6 ans. Par contre, il n'y a pas de place en préventif pour la colonisation à bio. Donc on ne va pas prescrire ce traitement chez un patient qui n'est pas encore colonisé. Le deuxième traitement qui a longtemps été utilisé, qui est encore utilisé actuellement, qui est recommandé, c'est la colimycine. C'est une polymyxine bactéricide qui va agir en désorganisant la membrane bactérienne des bacilles gram négatifs. Il a une action synergique avec les autres antibiotiques, même si le germe est résistant à ces antibiotiques-là. Alors la dose elle est très variable selon les études. On a des études qui prennent des doses entre 1 à 2 millions d'unités, 2 à 3 fois par jour pendant 6 mois. Là aussi il y a deux formes, la forme en poudre pour inhalation et puis la forme en poudre sèche, donc le Colobret, qui ressemble aussi au même dispositif de la tobramycine. Alors, on a démontré que ça a amélioré le VMS, ça diminuait la charge bactérienne, mais le bénéfice, il reste inférieur à celui de la tobramycine. Comme pour la tobramycine, les deux médicaments vont avoir des effets secondaires, notamment le principal, c'est l'irritation bronchique, c'est la toux, c'est le bronchospasme, qu'on peut prévenir par une inhalation d'un aérosol de bronchodilatateur d'une façon systématique. Le troisième médicament qui est actuellement recommandé dans l'infection chronique à bio chez les mucos, c'est la Stréonam. C'est une monobactam qui est prescrite à la dose de 75 mg 3 fois par jour, pareil avec des cycles de 28 jours on-off. Ça améliore le VMS, les scores symptômes respiratoires et ça n'augmente pas les résistances. Je pense que le changement de PC a fait que les schémas ont été inversés. Alors, comme pour la tobramycine, il est recommandé donc, pour les malades modérés à sévères, colonisés par bio et en un âge supérieur à 6 ans. Le dernier né des médicaments qui sont destinés aux patients colonisés par le bio, c'est la lévofloxacine dans sa forme liposomale, c'est le Quincer. Il est prescrit, on n'a pas encore les doses, il est encore en phase 3. On a utilisé des doses à 120 mg, 240 mg et 240 mg 2 fois par jour pendant 28 jours. Il est démontré que ça diminue la charge bactérienne, ça améliore le VMS et ça améliore les symptômes respiratoires. D'autres médicaments sont en cours d'essai, c'est l'amicacine liposomale, dans des études de phase 3, la vancomycine pour justement le staph qui est METI-R et la ciprofloxacine. Alors là, c'était les médicaments pour la colonisation par le bio chez les patients mucos. Mais qu'en est-il de l'éradication du Pseudomonas aeruginosa? Ça serait idéal si on arrivait à éradiquer le bio dès la primo-infection. Donc là, c'est une méta-analyse de 7 essais randomisés chez 744 patients qui ont une primo-infection à bio. Cette étude est très hétérogène du fait des populations qui ont été incluses et des médicaments qui ont été associés. Alors on a comparé la tobramycine pendant 28 jours, pendant 56 jours,
L'acoli avec cipro, Péros, soit versus placebo, soit entre eux. Et on a pu démontrer que ça permettait une éradication persistante jusqu'à 2 ans. Donc, ce qui est actuellement recommandé, c'est que dès qu'on isole le PUO chez un patient qui a une mucoviscideuse, on peut proposer un de ces schémas pendant 1 mois, pour l'acoli par exemple, et la cipro-Péros, et ça permettait avec un contrôle de l'ECBC tous les mois. On peut le reprendre si réapparition donc, du PUO. Pour les exacerbations de mucoviscideuse, est-ce que c'est indiqué? Malheureusement, les études qui ont été faites ne sont pas, donc les données sont insuffisantes pour indiquer ce traitement. Donc ils ont comparé les antibiotiques inhalés aux antibiotiques IV. Les données ne sont pas suffisantes, il y a des données discordantes. Donc ce qui est recommandé actuellement, ça reste les antibiotiques IV. Donc si on résume pour la mucoviscideuse, les indications, c'est l'infection chronique. La tobramycine, on peut l'utiliser à 300 mg 2 fois par jour avec des cycles 28 jours on, 28 jours off. La colimycine, 1 million d'unités 2 fois par jour ou 2 millions d'unités 2 fois par jour pendant 6 mois. L'astréonam, 75 mg 3 fois par jour pendant 1 mois. Et la lévofloxacine, dont le protocole n'est pas encore clair. Pour l'éradication, c'est la colie avec cipro oral ou la tobramycine. Alors, ce qu'on a le plus chez nous, c'est les dilatations de branches en dehors de la mucoviscideuse. Donc cette méta-analyse, cette revue de la littérature avec méta-analyse qui est parue dans l'ERJ en 2014, les auteurs ont regardé donc, chez les patients stables, les traitements qui ont été prescrits entre 4 et 12 mois. C'était un peu variable, il y avait de la micacine, de la stréonam, de la cipro, de la ginta, de la colimycine ou de la tobramycine. Et on a les résultats de cette étude, c'est que ça diminue effectivement la charge bactérienne quand on utilise donc, ces antibiotiques par voie inhalée. Donc là, c'est tous les protocoles qui ont été utilisés. Et il y a une petite supériorité de la cipro inhalée par rapport aux aminosides et à la colimycine. Ça permet aussi d'augmenter la chance d'éradiquer ces bactéries en multipliant donc, cette chance par 4. Et il n'y avait pas de différence entre les antibiotiques ni les germes visés. Ça diminuait le risque d'exacerbation. Donc on diminuait le risque d'exacerbation pour un patient sur 5 traités, mais il n'y avait pas d'effet sur la qualité de vie. Il n'y avait pas d'effet sur la fonction respiratoire et on avait plus d'effets secondaires par type bronchospasme chez les patients qui prenaient la tobramycine. Et enfin, chose qui est positive, c'est qu'on n'augmentait pas le risque de résistance. Donc finalement, ce qui est encore recommandé, malgré que les recommandations datent de 7 ans déjà, c'est que les antibiotiques par voie inhalée dans la DBB hors mucoviscideuse, c'est pour les patients exacerbateurs. Donc, mais ça a un grade de recommandation C et qui sont colonisés d'une façon chronique par le bio. Bon, là, il parle que le choix doit être basé sur un antibiogramme et d'autres études sont nécessaires pour améliorer ces recommandations. Donc la troisième indication maintenant qui intéresse nos réanimateurs, c'est les pneumopathies liées à la ventilation, les pneumopathies nosocomiales. Le problème qui se surajoute en plus, c'est comment on va réaliser ces nébulisations. C'est un problème technique et puis des problèmes liés à des facteurs qui vont influencer le dépôt pulmonaire. En fait, il y a plusieurs auteurs qui ont étudié les nébuliseurs qu'ils vont utiliser. Et on a montré que les meilleurs nébuliseurs sont ceux qui sont à membrane ou à tamis vibrant. C'est mieux que les aérosols pneumatiques. Du fait de la simple raison parce qu'on a besoin d'adapter plus les paramètres avec les aérosols pneumatiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, mais il va falloir changer les paramètres parce que si on va ajouter un air comprimé, un débit d'air en plus de la ventilation, on risque d'avoir une hyperinflation. Et puis, l'humidification qui est bénéfique pour le patient ventilé, elle risque de diminuer les doses d'antibiotiques délivrées.
L'administration, idéalement, doit être discontinue lors des cycles inspiratoires parce que ça améliore le dépôt. Il y a même des nébuliseurs qui ont été développés qui vont se déclencher automatiquement à l'inspiration. Mais finalement, si on va utiliser nos aérosols habituels, on doit le faire, on doit le brancher à 10 à 40 cm de la pièce en Y. Tout simplement parce que si on le met là, trop proche, à l'expiration, on va perdre une partie du médicament. Si on le met là, même si à l'expiration, le patient va expirer, donc il ne va pas chasser cette partie du produit qui n'a pas été inspirée. Alors, quels sont les bénéfices de cette antibiothérapie justement chez les patients qui sont ventilés? Les résultats restent discordants. Là, j'ai mis cette étude qui a montré des résultats qui sont excellents. Ça améliore la guérison. Les patients qui ont été sous colis, on a raccourci la durée de la ventilation mécanique chez eux. On a permis d'avoir une éradication bactérienne sans augmenter les résistances. Là, c'est un essai randomisé, donc les patients ont eu soit des aérosols, d'antibiotiques en aérosol, soit un placebo, en plus des antibiotiques par voie IV, bien sûr. Et on a montré qu'on arrivait à éradiquer plusieurs germes, mais aussi des germes qui sont résistants. Et on avait diminué le recours à des antibiotiques IV additionnels, mais il n'y avait pas d'effet malheureusement sur la mortalité. Quels sont les antibiotiques qui ont été utilisés? Il y a plusieurs antibiotiques, dont la choline et la tobramycine. C'était des préparations pour inhalation, mais aussi on a utilisé l'amicacine, la gentamicine, la céfotaxime, la ceftazidime, qui sont des antibiotiques utilisés par la voie IV. Alors, l'IDSA, jusqu'en 2016, sur les recommandations de 2005, ne recommandait les antibiotiques inhalés que si le patient ne répondait pas aux antibiotiques IV. Maintenant, ils ont changé un peu leurs recommandations pour dire qu'on devait associer systématiquement les antibiotiques IV et inhalés chez les patients qui ont des pneumonies donc liées à la ventilation dues aux bacilles Gram négatifs qui sont sensibles aux aminosides ou aux polymyxines. Ça reste un très faible niveau de preuve. Qu'en est-il de la prévention? Est-ce qu'on peut prescrire ces antibiotiques inhalés chez un patient qui n'a pas de pneumonie? Alors, c'est un essai qui a été fait chez 168 patients qui sont ventilés depuis plus de 48 heures, avec de la colis 500 000 unités 3 fois par jour, et on a regardé l'incidence de la pneumonie liée à la ventilation dans les 30 jours. L'incidence en globalité, elle est à peu près égale, il n'y avait pas de différence significative, bien que les chiffres sont moindres, mais sur les critères secondaires, il y avait moins de pneumonie due au bacille Gram négatif, moins de pneumonie due au BMR, et on a augmenté la survie globale. Mais ça ne reste, actuellement, ce n'est pas une indication pour la prévention de la pneumonie. Donc une autre indication qui paraît séduisante, c'est l'antibiothérapie inhalée chez les patients qui sont BPCO. Il y a des études qui ont utilisé la lévofloxacine, mais ça n'a pas montré de réduction du risque d'exacerbation. Une étude, mais qui est non contrôlée, avec de la tobramycine, a montré une diminution de 42% du risque d'hospitalisation à 6 mois. Malheureusement, il n'y a aucune recommandation actuelle pour utiliser l'antibiothérapie inhalée chez les patients qui sont colonisés et qui sont BPCE. Alors, les autres indications de l'antibiothérapie, en fait, des indications, si on peut le dire, mais des essais avec l'antibiothérapie, c'est dans la transplantation pulmonaire, c'est essayer en préventif, on peut associer les aminosides et on peut utiliser les aminosides et la choline associés aux antibiotiques IV pour prévenir justement les infections chez les patients transplantés. Mais il y a aussi une autre indication qui sont les mycobactérieuses. Alors ça a été essayé dans la tuberculose. Le rationnel, c'est que ces particules vont être phagocytées par les macrophages et là, on va augmenter la concentration intracellulaire, intramacrophagique de ces antibiotiques, puisque le BK, il va être intracellulaire, donc on va augmenter son efficacité. On a essayé ça avec la rifampicine, avec l'isoniazide, mais aussi actuellement avec de la capreomycine et l'amicacine sous leur forme liposomale pour la tuberculose multirésistante.
Mais on a aussi utilisé ces antibiotiques pour les mycobactéries non tuberculeuses, notamment à Avium ou à Abscessus. Et pareil, on a utilisé l'amicacine, là non liposomale. On a eu de bons résultats cliniques bactériologiques, mais un tiers des patients ont arrêté à cause de la toxicité de l'amicacine. Je vais finir par le coût de cette antibiothérapie inhalée. Les nébuliseurs, il y a des gammes qui sont très variables. Les pneumatiques sont les moins chers. Les ultrasoniques, ils vont coûter jusqu'à 1 300 €. Et à TMI vibrant, par exemple, le Iflo Rapide, c'est 900 €. Pour les antibiotiques, alors il faut savoir qu'un mois de traitement de Toby ou d'Astréonam, ça coûte dans les 2000 € à peu près. La colimycine en inhalation, c'est 14 € le million d'unités. La colis IV que nous avons en Tunisie, ça coûte 1 dinar le million. Donc on va avoir ces 60 dinars pour un mois de traitement. Et la gentamicine à 80 mg, c'est 3 dinars. D'autres formes d'autres laboratoires, ça peut aller jusqu'à 8 dinars. Alors, je conclus par dire que la recherche évolue, mais elle coûte cher. Les indications actuelles admises, c'est la mucoviscidose dans tous ses volets, la DDB non muco, les pneumonies liées à la ventilation, mais plusieurs questions restent posées. Quelles sont les doses optimales? Quel protocole? Est-ce qu'on peut l'appliquer chez nous? Voilà, je vous remercie.